18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Gilles Kepel nous a rejoint. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Auteur de ce livre Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire, paru il y a quelques jours. On est toujours avec Louis de Ragnel, Julien Drey et Éric Revel. Ça fait 40 ans que vous parlez de ce djihadisme d'atmosphère, de ce qui touche nos sociétés occidentales aujourd'hui, et notamment pourquoi les professeurs sont les premiers touchés. On va juste écouter, si vous le permettez, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Il s'est adressé cet après-midi aux députés à l'Assemblée nationale et il explique pourquoi, selon lui, les profs sont visés. Écoutez-le. Veulent tenir éloignés du savoir le plus grand nombre pour imposer leur obscurantisme. Notre école à la française, elle défend la démocratisation du savoir pour tous. Ils veulent soumettre les femmes. Notre école accueille toutes les petites filles de France avec tous les petits garçons de France pour leur transmettre le savoir. Nous continuerons à défendre ces valeurs qui ne sont pas des concepts abstraits, qui sont des combats de tous les jours, qui doivent être défendus par chacune et chacun d'entre nous, comme vous, monsieur le député. Je veux dénoncer celles et ceux qui manquent dans ce combat, mais je veux aussi relever qu'hier, qu'aujourd'hui et que dans les jours et les semaines qui viennent, les Français continueront à faire face et à faire bloc derrière leurs enseignants et derrière leur école. Voilà pour Gabriel Attal, les islamistes veulent imposer leur obscurantisme. Les professeurs sont un obstacle sur leur route. Gilles Kepel. Oui, ça fait déjà un moment, puisque depuis que se répand dans ce que j'ai appelé donc, le djihadisme d'atmosphère sur les réseaux sociaux et ailleurs, une idéologie diffuse qui explique que, au fond, les musulmans en France, qui sont nos concitoyens et dont certains ont connu des ascensions sociales fantastiques grâce à l'école, qui se sont fondus dans la société française, dont ils sont l'une des composantes, les salafistes expliquent non, il ne faut pas faire ça, parce que c'est un processus d'adultération qui détruit la fibre de ce que eux considèrent l'islam, c'est-à-dire, et ils pratiquent ce qu'on appelle en arabe el-wala ou el-bara'a, c'est-à-dire l'allégeance et la rupture ou le désaveu. L'allégeance exclusivement à la loi religieuse, telle qu'ils la pensent et telle qu'ils la définissent. C'est-à-dire qu'ils estiment que l'école est un lieu de perdition des enfants. Exactement, de perdition, et il faut se désavouer de la société française. C'est-à-dire que la loi française ne doit pas être respectée et qu'il est licite, par exemple, à partir du moment où on désigne des individus comme infidèles, de les mettre à mort, ou pire encore, des apostats, c'est-à-dire des musulmans qui ne suivraient pas leur dogme, de les mettre à mort également. Et si vous voulez, cette vision des choses, aujourd'hui, fait que l'école est en première ligne. Est en première ligne, pourquoi ? Parce qu'elle prône pour tous les enfants, le ministre vient de le dire, quelle que soit leur origine, la couleur de leur peau, leur identité, etc., le partage non seulement de connaissances, mais de valeurs qui font qu'ils deviennent des citoyens français, s'ils le désirent, qui sont éduqués en France, et que ce qui les rassemble est plus important que ce qui les différencie, que ce qui les oppose. La vision du salafisme, c'est justement de prôner un affrontement culturel pour commencer, et un affrontement qui ensuite, après l'affrontement culturel, sur cette base, passe à la violence. Donc tout ça passe par la culture, par l'infiltration de la culture, Julien Drey, aussi dans notre pays. Je pense que il n'y a rien à rajouter à Gilles. Il a vu les choses et il les dit 10 fois mieux que moi. La petite chose que j'ajouterai en plus, avec un statut particulier par rapport aux femmes et aux filles. Et d'ailleurs, dans ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est aussi un signe. Ils se sont acharnés sur les femmes et sur les filles. Acharnés. Et qui est la traduction du statut de la femme qu'ils veulent imposer, etc. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose, il y a un avant et un après ces images, si vous voulez. Ces images atroces, qui sont des images terrifiantes. Et si vous voulez, pour les salafistes djihadistes, la terreur est un élément positif. Ils citent toujours un hadith attribué au prophète de l'islam qui dit rassembler des chevaux et des armes pour terrifier les torhiboun en arabe, les ennemis d'Allah et les vôtres. Et à partir de cela, si vous voulez, à partir de cette interprétation qui est la leur de cette citation, ils vont dire que finalement la terreur est tout à fait licite. Et les images atroces que nous avons vues, elles font écho au 11 septembre. Le 11 septembre, c'était l'occasion de montrer que l'Amérique était un colosse au pied d'argile, que ce que Hubert Védrine appelait en son temps l'hyperpuissance n'en était pas une. Et c'était le registre des films de Hollywood. On envoie des avions dans des tours jumelles et
le moment de la fiction passe dans le journal de 20 heures, puisqu'à l'époque, il y avait un journal de 20 heures. Mais tout le monde ne peut pas envoyer des avions. Aujourd'hui, la chose qui est absolument atroce, c'est que on peut visionner ce qu'on voit là et s'imaginer, parce que ça a fait le tour de tous les réseaux sociaux de la planète, tous les ados de la planète ont vu ces choses-là, dans le dark web, etc. Ça veut dire que finalement, on a désinhibé l'horreur et on la rend possible. Et ça, c'est absolument terrifiant des deux côtés. Et bien sûr, on ne peut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet direct entre ces images qui ont été vues d'un côté, entre l'assassinat notre collègue Dominique Bernard, ou entre Arras, ou ce qui s'est passé à Bruxelles, où un individu d'origine palestinienne qui mélangeait, d'après un dossier de délinquance et de djihadisme, a tué 2 supporters de football suédois parce que en Suède, on brûle les Corans, si vous voulez. Mais ça crée cette atmosphère de djihadisme qui est très préoccupante et qui fait que vous avez eu une polémique sur le fait que le tueur d'Arras, présumé d'Arras, avait été la veille au soir contrôlé par la DGSI, et contrôlé entre autres parce que il avait téléphoné à son frère et à un autre qui se trouvaient emprisonnés. Donc, il pose le problème de savoir ce qui fait qu'il y a des téléphones dans les prisons, il y en a depuis longtemps, sur cette base-là. Mais il n'avait rien trouvé parce qu'on n'est plus dans un système qui était celui de Al-Qaïda ou de Daesh, où vous aviez des donneurs d'ordre et des exécutants. Là, il y a cette espèce de lavage de cerveau qui est mené par ces phénomènes que j'ai mentionnés tout à l'heure, et des individus qui finalement sont disponibles et qui vont trouver une opportunité tout seul, pour passer à l'action. Alors non, ils passent tout seuls à l'acte. Justement, ils ne sont pas tout seuls, ce pas des loups solitaires. Ils ont été très formatés et conditionnés, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, l'affaire Samuel Paty en était l'exemple terrible. Vous aviez ce Tchétchène qui voulait punir ceux qui blasphémaient le prophète et qui a vu ces vidéos mensongères à partir de cette jeune fille qui disait que le prof avait fait cela alors qu'il n'était pas au cours. Le père, ensuite, un entrepreneur de colère proche du Cheikh Yassine, d'ailleurs, le fondateur de Hamas, qui a mis ça en musique. Et après, c'est passé dans un réseau beaucoup plus vaste d'une association de lobby électoral musulman. Ça s'est allé partout, c'est devenu viral. Il l'a vu, il est entré dans le champ, il est allé au collège pour chercher les élèves, payer les élèves, pour savoir les profs. Tout un système qui a été assez bien retrouvé et réorganisé. Et aujourd'hui, on a des bribes de ce phénomène. Et justement, ce qui est terrible, c'est que ce qui s'est passé en Israël avec la razzia de Hamas, qui est un peu, vous savez, en arabe, on appelle l'attaque sur New York et Washington, al-Ghazwatain al-Mubarakatayn, c'est-à-dire la double razzia bénie. Puisque c'est un peu ce raid, ça convoque aussi une imaginaire sacrée, c'est-à-dire c'est le raid de la tribu qui va tuer les hommes, couper les arbres et prendre les femmes et les enfants. Il y a toute cette chose qui est convoquée là-dedans à travers une manière de penser l'histoire qui fait partie d'une hagiographie que cette idéologie manipule. Et c'est aussi pour ça que les professeurs d'histoire sont visés à la fois parce qu'ils enseignent l'éducation civique et donc la laïcité, mais aussi parce que l'histoire telle qu'elle est enseignée dans nos établissements est une histoire critique qui essaye de comprendre comment se sont organisés les enchaînements face à une hagiographie, c'est-à-dire une histoire sacrée qui commence quand d'ailleurs pour les islamistes militants, il n'y a pas d'histoire avant la révélation coranique. C'est pourquoi, par exemple, les talibans détruisaient les statues des Bouddhas en Afghanistan et Daesh, au musée de Mossoul, détruisait les antiquités assyriennes parce que il n'y a rien avant la révélation. Oui, c'est une représentation du monde qui est complètement idéologique et qui, justement, permet d'asseoir la vision salafo-djihadiste de l'univers qui est prônée. Gilles Kepel est notre invité. Une question de Louis de Ragnel et ensuite Derek. Oui, Gilles Kepel, on a entendu il y a quelques instants le procureur fédéral en Belgique qu'il parle de loup solitaire, de probabilité d'un loup solitaire. Vous qui avez théorisé le djihadisme d'atmosphère, et puis compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire, comment est-ce qu'en Occident, on peut encore parler de loup solitaire ? Mais malheureusement, je crois, sans faire offense à nos amis belges, je crois que le niveau du parquet en Belgique n'est pas le même qu'en France. La grande réussite de la France dans
la lutte contre le djihadisme, c'est le parquet national antiterroriste, dirigé par Jean-François Ricard, qui a construit une connaissance de ce phénomène absolument extraordinaire. Et la Belgique est le pays justement où on refuse d'extrader Salah Abdeslam en France parce qu'on trouve que la peine de prison incompressible est quelque chose qui porterait atteinte à ses droits. Les avocats ont dit il faut qu'il est prêt à se réinsérer dans la société. Donc des choses qui semblent complètement aberrantes par rapport à la connaissance. Vous pourriez lui envoyer un exemplaire de votre livre, son pays, à ce procureur, et puis après vous l'invitez, on fait un débat. Éric Revel a aussi une question et Julien Drey. Une interview qui m'a beaucoup intéressé dans Le Monde avec l'historienne Valérie Gounet. Vous parlez de salafisation des esprits en espérant que l'éducation continue à être une sorte de front, de ligne incontournable. Salafisation des esprits, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu plus pour ceux qui n'ont pas lu l'interview. Et est-ce que vous êtes certain que l'école d'éducation nationale à laquelle s'attaquent les terroristes va continuer à faire office de ligne de front ? C'est justement toute la difficulté, puisque l'école est sur le front. Et en même temps, l'école est dans une situation très difficile. Aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, et ça n'est pas la faute de Gabriel Attal, puisqu'il a pris une situation qui était déjà là avant lui depuis bien longtemps. Mais les professeurs aujourd'hui du secondaire, du primaire et même de l'université sont confrontés à des défis gigantesques. Ils sont totalement déclassés dans la société, ils sont sous-payés, ils ont autrefois, moi ma mère était enseignante, je me souviens qu'elle était respectée, si vous voulez. Aujourd'hui, les enseignants vivent dans des situations financières désastreuses et on leur demande d'être ce qui étaient les hussards noirs de la République. Mais ces hussards noirs, malheureusement, aujourd'hui, n'ont plus d'uniforme à se mettre sur le dos. Je ne dis pas de l'uniforme au sens qu'ils disent la même chose. Non, mais enfin, ils sont en première ligne, en tout cas. Ils sont en première ligne. Et ça me semble quand même un élément... Salafisation des esprits. Oui, parce que, justement, un certain nombre d'enfants et un certain nombre de gens dans des quartiers populaires. J'avais aujourd'hui dans un débat le maire de Chalon-sur-Saône, qui s'occupe de la laïcité à l'Association des maires de France, et qui m'expliquait que dans sa ville, par exemple, dans les collèges, etc., les dictionnaires, à l'endroit où il y avait des photos de statues grecques nues, tout ça, les pages étaient déchirées, etc. Vous avez toute une espèce de progression de cette atmosphère qui vise à créer une espèce d'économie d'enclave, si vous voulez, d'enclave culturelle dans un premier temps, et ce qui n'est pas nécessairement le passage à la violence, mais en tout cas qui y prédispose. Oui. Et ça, c'est un véritable problème parce que ça n'est pas seulement une question d'organisation de la répression, de surveillance, de connaissance, mais c'est bien que c'est une question de connaissance aussi, mais aussi une question de culture. De connaissance parce que aujourd'hui, les études arabes en France sont tombées en déréliction complète. Ce livre explique pourquoi, par exemple, quelqu'un comme moi est aujourd'hui chassé de l'université, parce que les idéologies woke et décoloniales ont gagné. Ça me fait penser... Donc tout est lié, Gilles Kepel. Voilà, quand Julien Drey et moi étions jeunes... Et l'islamisme. Voilà, quand nous militions dans les organisations gauchistes, à la limite, ils vont être virés de CNews, à la limite, d'une certaine manière, on retrouve, mais avec une ampleur terrible, cette espèce de vision idéologique du monde qui nous rappelle les errements les plus délirants de notre jeunesse, à part que là, c'est porté par des systèmes qui sont particulièrement préoccupants pour l'avenir et surtout pour la cohabitation dans la société. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est de voir que des jeunes qui ont leur chance aujourd'hui avec l'école, qui leur permettront une ascension sociale fantastique. Quand vous pensez à tous les chefs d'entreprise, tous les tycoons, les préfets, je ne sais pas, les ambassadeurs, tout ce que vous voulez, qui sont issus de milieux très modestes, venant de l'immigration, notamment nord-africaine ou turque, et les succès qu'ils ont faits en étant des citoyens français à part entière, leur religion, etc., est indifférente à la laïcité. Ils font ce qu'ils veulent. Et que tout ça est en train d'être mis à bas, c'est extrêmement préoccupant. Julien Drey, vous voulez peut-être intervenir sur le constat implacable de Gilles Peck. Non, le constat, il n'y a pas grand-chose à rajouter. La seule chose, c'est que la question qui nous est posée à nous dans ce combat qui va se mener, c'est que toutes ces générations qui ont réussi, à un moment donné, c'est pour ça que je dis la question de confiance est posée. C'est que s'ils ne viennent pas, alors la dichotomie que les autres essayent d'entretenir marchera, parce qu'il dira il y a les blancs, le savoir, et les autres.
C'est pas un combat des blancs contre les rouges, je sais pas quoi. C'est un combat avec deux philosophies qui s'affrontent. Donc c'est pour ça que je pense, j'insiste, il y a aujourd'hui un monde culturel qui est lié à l'islam. Il y a aujourd'hui des milliers de musulmans en France qui pratiquent leur religion tranquillement. Ils ne peuvent pas rester indifférents à cette bataille-là. C'est-à-dire silencieux. Ils ne peuvent pas rester silencieux. Mais ils le sont, pourtant. Silencieux. Ils le sont parce qu'ils ont peur de rompre. Il y a, vous savez, une forme de solidarité communautaire. Il n'y a pas seulement ça. Si vous voulez, il y a aussi une inquiétude parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus grave pour un djihadiste d'avoir face à soi ce qu'il appelle un apostat, mortad en arabe, c'est-à-dire quelqu'un qui est d'origine musulmane ou de confession musulmane, et dont s'il ne suit pas la vision du djihadiste, c'est un apostat. Et l'apostat est condamné à mort immédiatement, alors que le mécréant d'origine, qui s'appelle kafir asli en arabe, lui peut encore découvrir la vérité, si vous voulez. Et donc, pour nos compatriotes et nos concitoyens musulmanes et musulmans, la pression est extrêmement forte. Notamment pour ceux qui vivent dans les quartiers populaires, puisque à partir du moment où on s'est mêlé dans la société, etc., où s'est effectuée une sorte de dissolution d'un lien communautaire prégnant, les choses ont changé. Et c'est justement contre la dissolution de ce lien communautaire que ce djihadisme d'atmosphère lutte, parce qu'il veut contrôler les individus, contrôler les consciences. Et c'est du reste, malheureusement, ce que certains partis politiques aujourd'hui souhaitent favoriser pour essayer de récolter des voix qui sont délivrées par des agents communautaires. Une assignation à résidence identitaire, d'autant plus stupéfiante quand il s'agit d'individus qui autrefois s'intéressaient à l'émancipation de la classe ouvrière et à l'ascension sociale du prolétariat. Gilles Kepel, prophète en son pays, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Julien Drey et Eric Revel. Louis de Ragnel, dans un instant sur Europe 1. Hélène Zélani pour l'information. Christine Kelly sur CNews avec ses débatteurs pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.